Il est 8h31. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invitée ce matin dans la matinale est Françoise Quincard. Elle est militante de la France Insoumise des Côtes-d'Armor. Elle est venue du Trégor pour être avec nous en direct ce matin. Elle a fait une longue route. Merci d'être au micro de Bretagne 5 matin et bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Alors, on va parler de beaucoup de choses, Françoise Quincard, de politique évidemment. Ce matin, je disais que vous étiez militante à la France Insoumise. Vous êtes déjà venue au micro de la matinale. Est-ce que vous avez le sentiment que les choses se sont dégradées depuis que vous étiez venue il y a à peu près un an ? Ah oui, complètement. Quand j'étais venue, je crois que c'était au moment de la campagne des présidentielles. Donc, je me présentais sur les grandes lignes de notre candidat, sur le programme. Et il y avait un message qu'on voulait envoyer, c'est en fait nous sommes pour. C'est-à-dire on portait un autre projet pour la France avec des chapitres qui concernent la vie des gens. Donc sur cette proposition, il y avait une majorité de Français qui partageaient ça. Donc il y avait un espoir, et c'était un projet de société que nous portions à ce moment-là. Donc je m'aviez invitée, c'était cette période, je m'en souviens, oui. Alors aujourd'hui, on a cette majorité relative à l'Assemblée nationale, beaucoup de députés de la NUPES dans l'hémicycle et une motion de censure, deux motions de censure même d'ailleurs, trois même, qui ont été présentées, ça va très vite, qui ont été présentées suite au 49.3. Le 49.3, est-ce que pour vous c'est un petit peu retiré de la démocratie ? Complètement, c'est un coup de force du gouvernement. Ils présentaient leur budget avec des grandes lignes qui déjà donnaient à voir que c'est un budget d'austérité. Bien. Il y a eu un travail parlementaire avec des amendements qui ont été présentés. Quelques-uns du reste ont été retenus, approuvés, votés par l'Assemblée nationale et au bout du bout n'ont pas été retenus par le gouvernement. Donc c'est un coup de force terrible. Et par exemple, quand elle engage la responsabilité du gouvernement, elle pouvait très bien... Elle engageait en fait, elle disait aux gens, elle disait à l'Assemblée nationale, en fait, je vous somme ce budget sera voté, même si vous n'êtes pas d'accord. C'est Elisabeth Borne qui s'est exprimée. Voilà, la première ministre dit ça. Vous voyez, c'est l'esprit. Donc, ils sont en minorité, ils sont pas confortables. Il y a des personnes qui ont apporté par exemple le rétablissement de l'exitax, une taxation des superdividendes, quatrième position du MoDem, le crédit d'impôt pour les personnes âgées en EHPAD, c'est-à-dire par exemple les familles qui ont des patients, des gens en EHPAD, une aide de 200 € parce que c'est dur pour eux. Ça a été retoqué. C'est-à-dire, ces amendements ont été votés à l'Assemblée nationale et au bout du bout, on ne les voit plus. Le côté social a été oublié, selon vous ? Ah, complètement. Complètement. Par exemple, côté social, il y a des besoins dans ce pays, des besoins parce que la vie, il y a le coût de la vie, il y a des besoins à l'hôpital, il y a des besoins à l'éducation nationale. Il faut absolument un plan pour rénover les appartements qui sont des chocs thermiques, vous voyez, des déficits. Là, je veux dire, les gens vont pas pouvoir se chauffer, ils vivent dans des appartements. Rien n'est fait, c'est-à-dire rien n'est fait. Donc, il y a des besoins dans ce pays et ce budget, ce gouvernement ne dit... De toute façon, on continue ce que nous avons décidé et rien ne sera apporté. Ils n'ont pas voulu rétablir les SF. Entre parenthèses, Marine Le Pen ne l'a pas voté, ni elle n'a pas voté non plus l'augmentation du SMIC. Vous voyez, donc là, il y a vraiment un choc politique entre cette droite, oui, la droite, je dis la Macronie, la droite, qui dirige la France, et l'aspiration, le besoin des gens. Voilà. Quand on voit les difficultés de vie, moi j'ai entendu
qu'il y avait dans les paniers de la ménagère, il a été évalué une augmentation de 12,5%. Qui touche souvent les plus précaires, finalement. Oui, voilà, vous faites vos courses déjà plus. Les salaires n'augmentent pas. L'inflation va être à 10%. Donc vous vous rendez compte, les gens la difficulté. Je vous dis pas par rapport aux charges de chauffage, etc. Les gens ont faim et ont froid dans cette France de 2022. D'accord ? Il y a des jeunes à Rennes, des jeunes étudiants qui font la queue pour pouvoir avoir l'aide alimentaire à Rennes, les étudiants. On en a parlé sur cette antenne. Ils sont venus pour quelques-uns s'exprimer autour de cette précarité étudiante. Voilà, précarité, vous voyez, et heureusement qu'il y a ce syndicat qui est fort dans le campus, qui organise la solidarité. Vous vous rendez compte, des jeunes qui étudient et qui ont faim, et qui font la queue, la liste s'allonge tous les 15 jours. Est-ce qu'on est aujourd'hui dans une société qui est, on le dit souvent sur cette antenne, très fracturée, mais aussi socialement au bord de l'explosion ? Je ne sais pas si c'est au bord de l'explosion. En tout cas, ça peut basculer. Pourquoi je dis ça ? Parce que il y a donc cette situation difficile pour les gens. Je fais vite, mais on pourrait passer des heures là-dessus pour regarder de près ce que ça signifie pour eux. Il y a ce gouvernement qui ne lâche rien. Il y a de la colère. Et moi, je dis, il n'y a pas de résignation. C'est-à-dire, il y a recherche de la part des gens, des citoyens, d'être efficaces. Et moi, je leur dis à ceux qui peuvent m'écouter, qui peuvent m'entendre, qui peuvent comprendre, mêlez-vous de la politique. Allez-y, faites de la politique. Mais la politique, c'est-à-dire s'occuper de vos vies. C'est-à-dire un peuple qui est politisé, un peuple qui a conscience de pourquoi nous en sommes là, pourquoi les riches sont de plus en plus riches, pourquoi les pauvres le sont et il y en a de plus en plus, pourquoi ce système libéral saccage des vies. Si cette conscience grandit, ça peut basculer. Mais, vous voyez, ça peut basculer, mais attention, il y a aussi la menace de l'extrême droite. C'est pas tranquille, hein. C'est pas tranquille. Qui a déposé des motions de censure aussi à l'Assemblée nationale. Ils ont posé une motion de censure. Nous avons déposé deux, c'est-à-dire une sur le projet de loi, la loi de finances, et sur la sécurité sociale. Madame Le Pen a fait un coup de Jarnac, je dirais, un coup politicien, et tout le monde en parle ce matin, je suis désolée, elle avait dit il y a quelques jours, pas question de voter la motion de la NUPS, elle annonce là dans un truc théâtral, ça va quoi. Faut pas jouer avec les gens comme ça c'est la politique politicienne que les gens ne veulent pas. Voyez, parce que quand on a lu leur motion, impossible de la voter, parce que elle était extrême, quoi, elle était à l'opposé de ce que nous sommes. Donc il n'y a pas d'accord de coalition entre les deux. C'est juste pas possible, quoi. C'est juste pas possible. On voit aujourd'hui, on parlait de la précarité, Françoise Quincard, et de l'appropriation politique. On a l'impression que beaucoup de gens se sont détournés finalement de la politique, mais finalement s'y intéressent également parce que ça touche leur vie. Est-ce que demain, on peut imaginer qu'il y ait cette réappropriation du champ politique ? Écoutez, moi ce que j'observe, parce qu'on parlait un peu de la période où je suis venue, j'observe qu'avec la campagne de la présidentielle, qui est un pic où les gens s'intéressent à la politique, où quand même Jean-Luc Mélenchon a rassemblé plus de 22%, 22,2%. C'est quand même sur le programme dont je parlais tout à l'heure. Et y compris, moi, quand j'écoutais le débat hier, donc évidemment, les gens ne peuvent pas suivre complètement, mais il y aura des suites. La politique revient aussi dans la vie des gens. Parce que, on se rend bien compte que ce sont des choix de société qui s'affrontent. Donc, quand on est un salarié, quand on est un retraité comme moi je le suis, quand on aspire à l'égalité, à la justice sociale, eh bien on
comment dirais-je, on cherche à comprendre pourquoi ça marche pas et on cherche des réponses à cette attente qu'on sent, quoi. Donc, moi, je pense qu'il y a de la curiosité, oui. Il y a, à mon avis, un peu plus d'émancipation humaine, c'est-à-dire, moi, il faut que je fasse mon avis à partir des faits, à partir de ce que les déclarations des uns et des autres. Et il y a, je pense, un espoir aussi que le monde aille mieux, quoi. Mais vous vous rendez compte, donc on a l'Ukraine, on nous dit, bon, il y a les incendies, il fait trop chaud, ça va exploser. On peut avoir des coupures d'eau. Vous vous rendez compte dans quelle situation les gens vivent en même temps que leurs problèmes personnels, problèmes de société, quoi. On est dans un contexte particulier, vous y faisiez référence, Françoise Quincard, la guerre en Ukraine, ce changement climatique qui est là, je le disais tout à l'heure, on écoutait Julie Pierret qui faisait la météo, on est dans une douceur incroyable, donc il est là le changement climatique. On voit que les jeunes générations, on les reçoit souvent au micro, ces jeunes gens qui s'engagent en politique, qui s'engagent dans des associations, dans des combats pour l'environnement. On a l'impression que la jeune génération est plus réactive que les générations précédentes. Est-ce que c'est plutôt une bonne nouvelle? Oui, ils sont réactifs sur la question climatique. Et parce que si vous tirez cette question climatique, vous parlez comment on se sort de cette situation climatique. Voyez? Et donc, ils font de la politique à partir de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils choisissent. Et tant mieux. Et tant mieux. Pourquoi il n'y a pas une planification de la part du gouvernement pour éviter toutes ces catastrophes? Donc ça, c'est un problème politique. C'est pas un problème, il fait chaud, il fait froid. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Pourquoi il y aura des endroits où on va manquer d'eau potable dans ce pays? Vous vous rendez compte? On a déjà des problèmes d'eau en Bretagne ici. Voilà, mais je parle même de l'eau potable. C'est-à-dire, voilà, des gens qui ne pourront plus... il faut qu'il aille acheter des bouteilles d'eau, vous voyez. Donc, voilà. Et puis, il manque d'eau en Bretagne. C'est comme ça. Voilà. Et donc, non, il y a moi, je trouve qu'il y a une formidable émulation. Moi, j'ai participé à la marche contre la vie chère le 16 octobre à Paris. C'est le peuple que j'aime bien, quoi. Souriant, joyeux, parlant ensemble, défilant avec beaucoup de bonheur. C'était formidable. Moi, c'est le peuple que j'aime et j'ai envie que ce peuple domine la société. Vous voyez les choix de société des autres, des libéraux. Ça me plairait bien, ça. Il y a un besoin de dialogue, il y a un besoin de parler, d'échange dans ce peuple français que vous décrivez et qui pourtant reste très fractionné. Il s'agit de voir les réseaux sociaux aujourd'hui. On voit qu'il y a beaucoup de violence aussi, même dans les propos parfois. Même à l'endroit de Jean-Luc Mélenchon, hein, on le voit souvent. Oui, les réseaux sociaux déforment. C'est un prisme qui des fois caractérise. C'est facile de parler avec ta feuille de papier ou avec l'écran. Hein, donc, moi, vous voyez, à Paimpol, on a réfléchi avec nos partenaires de la NUPS, avec lesquels on a fait campagne pendant la présidentielle, à continuer. Donc, on réfléchit à travailler sur une base. Donc, la coalition à gauche qui est vraiment unie, du reste on le voit à l'Assemblée nationale, et qui va permettre aux citoyens on va ouvrir grand nos portes aux citoyens. C'est-à-dire cette rencontre entre, on va dire, les politiques, le monde associatif, le monde syndical s'il veut bien. En tout cas, sur Paimpol, on est en train de faire ça parce que cette union populaire, ce front populaire que Jean-Luc appelle de ses voeux, il a raison, c'est comme ça qu'on pourra changer les choses dans ce pays. C'est-à-dire mettre entre les mains les clés pour comprendre pourquoi et pour comprendre qu'il y a une autre alternative à ce gouvernement que ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, vous parliez d'un gouvernement libéral aujourd'hui, on voit les grandes entreprises, ça nous ramène un peu au contexte, à la situation des grandes entreprises comme Total. On a vu M. Pouyanné, on en a parlé aussi sur cette antenne, publier un tweet avec son salaire en disant, voilà, moi j'en ai marre, on est en train de me pointer du doigt. Voilà, j'allais vous poser la question, comment vous avez reçu ce tweet ? C'est honteux, parce que cet homme-là s'augmente de 52%, vous vous rendez compte, refuse aux salariés des augmentations de salaire. Ils font un profit énorme, ils distribuent les dividendes, et il faut savoir que Total ne paye pas d'impôts en France.
Très peu, en fait. Non, il ne paye pas du tout d'impôts. Je ne parle pas de lui, hein. Je parle Total. De Total, l'entreprise. Voilà, alors qu'ils reçoivent des subventions de l'État, quand même. Donc là, si on pouvait un petit peu faire le ménage là-dedans, on pourrait avoir des milliards qui rentreraient dans le budget de la France. Moi, on a regardé à peu près qu'il y avait, je crois, 22 milliards avec la taxation des super-profits. 22 milliards, ça représente les 2/3 du financement de l'éducation nationale. Donc, vous voyez, il y a de l'argent dans ce pays. Et il faut vraiment qu'il y ait une répartition des richesses. Il n'y a pas de raison que l'éducation nationale soit dans cet état. On peut vraiment financer autrement la société française. Est-ce qu'il faut réintroduire l'État, sans forcément nationaliser, mais en tout cas une forme d'État dans les grandes entreprises? On le voit avec EDF, hein, le gouvernement a décidé de nationaliser EDF finalement. Est-ce qu'il faut faire pareil pour les grandes entreprises telles que Total ou Orange, ou des entreprises qui réalisent des super profits? Moi, c'est un vaste débat parce que l'État peut intervenir, mais sur quel choix de gestion de l'entreprise? Pourquoi faire? Si c'est pour simplement gérer la pénurie, gérer l'austérité et gérer... non, c'est-à-dire qu'il faut aussi avoir un contenu. Les choix de gestion d'une entreprise, si c'est pour faire du profit et que l'État est là pour aider à faire du profit, je dis bien, contre la France, hein, je veux dire, voilà. Non. Donc, pourquoi pas? Mais là, il faut regarder de près ce que ça signifie. Il y a eu une époque où l'État investissait, parce qu'on était après-guerre, donc il y avait ces choix-là et l'engagement de l'État là-dessus. Mais là, dans cette période-là, moi, je suis très, très, très réservée. Il faut regarder, il faut étudier, il faut voir un peu tout ça. Alors aujourd'hui, vous en avez parlé tout à l'heure, Françoise Quincard, on a ce problème avec l'hôpital, la pédiatrie en particulier, où on voit des enfants qui ne peuvent plus être accueillis. Je reprends votre formule, hein, ça se passe aujourd'hui en France en 2022. Est-ce qu'il faut très vite lancer un grand plan hôpital en France? Mais oui, il faut lancer un grand plan hôpital. Vous vous rendez compte, le projet hier de la Sécurité sociale ne donne rien de plus à l'hôpital. Il y a des urgences. L'hôpital est au bord de l'éclatement. La pédiatrie, 15 bébés n'ont pas pu être soignés en région parisienne. Il a fallu les déplacer. Moi, j'ai un ami à Bourges, là, ils se battent pour garder leur service pédiatrie à Bourges. C'est une grosse bataille, mais vous vous rendez compte où on est arrivé? Et là, ils nous font 49.3 sur une politique d'austérité par rapport à la sécurité sociale. Donc, c'est les soins, c'est le manque de médecins, c'est les médicaments qui manquent. Vous voyez? C'est le matériel qui manque, y compris pour soigner les bébés. Et le personnel qui jette l'éponge souvent. Mais le personnel qui en peut plus. C'est des situations qui explosent. Et puis le droit de se soigner quand même. On n'a pas le droit de se soigner convenablement dans ce pays. On cotise les uns et les autres. On fait des cotisations sociales, et c'est normal. On cotise. La sécurité sociale est excédentaire, mais là, on n'y touche pas. On garde un trésor de guerre, selon vous? Voilà, oui, trésor de guerre. Vous voyez ce qui se profile après. Donc, vous voyez, il y a de quoi d'être en colère quand même, et de sentir quand même que ce monde ne va pas en France. Ça va pas du tout. Ça va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Et ce gouvernement n'entend pas la colère des gens, n'entend pas. Les pédiatres ont envoyé une lettre à Macron en disant ça suffit, il faut donner des moyens, etc. Ils ont lâché quelques millions, mais c'est pas ça le problème. C'est comment on fait pour qu'il y ait des services de haute technologie avec du personnel suffisant pour soigner les petits et les grands et les gens. Voilà. Et là, l'hôpital est malade. Bon, on connaît tous sa situation là, mais ça suffit, quoi.
Alors aujourd'hui, François Quincard, on est dans une situation économique très compliquée, situation économique qui se complique d'autant plus qu'on a cette guerre au port de l'Europe en Ukraine, qui complique la situation avec des problèmes d'approvisionnement en gaz, les problèmes possibles de coupure d'électricité. Est-ce que, selon vous, si on parle par exemple d'énergie, on n'a pas anticipé ce genre de problème qui peut arriver? On a vécu dans la paix et on se dit, voilà, rien ne bougera. Est-ce qu'on n'a pas anticipé ces questions de crise? C'est-à-dire que je pense que la France était trop dépendante des pays pour, en approvisionnement de gaz et d'électricité, de gaz surtout. Donc, quand on est dépendant, eh bien, s'il y a un coup dur, et le coup dur, c'est la guerre, donc ça veut dire que c'est grave, eh bien, on en supporte les conséquences. Donc, l'indépendance énergétique d'un pays, elle se pose d'une façon très, très nette. Là, on est en train, nous, évidemment, de subir, si vous voulez, le manque, là aussi, d'indépendance de la France en matière énergétique. Là, il était proposé, par exemple, qu'on fasse un accord avec l'Algérie pour, sur le gaz, etc. Macron y est allé, il n'y a pas eu d'accord. Hein. On aurait pu le faire. Hein. Ça aurait pu se faire. On pouvait pousser les choses, on pouvait regarder ailleurs si on pouvait avoir un approvisionnement en gaz. Eh ben non. Il y avait d'autres problèmes aussi, peut-être historiques, à gérer autour de l'Algérie. Oui, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est maintenant. Le pays, l'Algérie, pouvait nous fournir du gaz. On pouvait avoir un accord commercial et on pouvait avoir des échanges. Ça se discute gouvernement à gouvernement quand même. On n'est pas comme des chiens face à face. Là, il y a des besoins en Algérie, il y a des besoins en France. Pourquoi pas le faire? Remettre en place la coopération finalement entre les deux pays. D'une façon intelligente. Il y a des besoins en France. Pourquoi ce pays qui a des ressources ne pourrait pas, pour une forme de coopération, nous fournir du gaz? Monsieur Macron y est allé en Algérie, ça n'a jamais été évoqué. Hein. On a aussi un contexte politique particulier en Europe, Françoise Quincard. On voit la montée des extrêmes, c'est le cas en Suède, c'est le cas plus récemment en Italie. Est-ce que c'est quelque chose qui est inéluctable? Est-ce que la colère va se traduire par l'extrémisme? Je ne sais pas. La question est vaste. Je ne sais pas. Moi, je ne sous-estime pas, effectivement, ce qui se passe en Italie. Bon, en Italie, Monsieur Macron est allé serrer la main de cette première ministre. Ça m'a choqué. Il y a en France, heureusement, il y a l'alternative et il y a le formidable coalition des gauches de rupture qui existe, qu'il n'y a pas en Italie. C'était important que la gauche en France se réunisse pour justement continuer à vivre, hein, parce qu'on a vu, c'était difficile, le PC ou par exemple le PS était quand même un petit peu à la traîne depuis les dernières élections. Bon, alors on ne va pas analyser politiquement la chose, mais est-ce que c'était important que la gauche se réunisse pour être plus forte? C'était important que la gauche se réunisse et gagner une coalition, un accord électoral, mais aussi une stratégie, et aussi sur un contenu, sur un programme de rupture avec le libéralisme. C'est ça qui a fait que il y a eu cette coalition sur des bases très très franches et très carrées, je dirais, sur ça. On n'est plus dans un PS qui a d'aménagement du capital. On est sur rupture. On n'est plus sur du social-libéral, mais on est aujourd'hui sur le retour de la gauche, finalement. Mais la gauche de rupture, attention. Cette gauche de rupture. Hein, oui, c'est pas pareil. Voilà. Il nous reste une petite minute et demie, Françoise Quincard. On parle aujourd'hui de tourner la page de la Ve République. Est-ce que là aussi, il est urgent de tourner cette page, ou est-ce qu'il faut l'aménager, la Ve République? La Ve République est à bout de souffle. On voit bien ici avec ce coup de force. Il faut une Sixième République, il faut une constituante.
Il faut que le peuple participe à d'autres institutions dans ce pays. C'est plus possible qu'on vive avec ces institutions-là qui nous mettent hors jeu et qui mettent le Parlement en situation de pas alors que ce sont des élus de la nation, de ne pas jouer leur rôle pour mener une politique de justice sociale dans ce pays. C'est pas possible. Il faut changer la Ve République. Eh bien, c'est là-dessus qu'on va se quitter, Françoise Quincard. Il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais vous reviendrez, c'est promis, au micro de la matinale. Françoise Quincard, militante de la France insoumise des Côtes-d'Armor, avec cet éclairage autour de la gauche, d'une nouvelle façon de gouverner, ou en tout cas cette envie d'avoir une nouvelle façon de gouverner. Merci d'être venu en direct au micro de Bretagne 5 depuis la région Paimpolaise. Merci infiniment. Je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous. Merci. Bretagne 5 matin. Stéphane Hamon.